Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les théories économiques à la fois fascinantes et, il faut le dire, assez controversées qui entourent le Pi Network. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet, car c'est là que ça devient vraiment étrange. D'un côté, sur les plateformes d'échange, un pi vaut moins qu'un café. Et de l'autre, au sein même de la communauté, beaucoup de gens s'accrochent à une idée folle, la valeur de consensus mondial ou GCV, qui estime un seul pi à plus de 300 000 $. Oui, vous avez bien entendu. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est mais comment est-ce seulement possible? Et surtout, quel est le plan de la communauté pour essayer de transformer cette valeur ahurissante en une réalité concrète? Pour y voir plus clair, voilà notre plan de route. On va d'abord explorer ce mystère des deux réalités, ensuite on plongera dans la philosophie qui se cache derrière tout ça, puis on examinera les modèles économiques plutôt complexes que la communauté est en train de bâtir, et enfin on parlera des défis bien réels et de ce que cette expérience un peu folle pourrait signifier pour l'avenir. Alors, comment les défenseurs de ce projet justifient-ils un écart de prix aussi gigantesque? Pour comprendre leur raisonnement, ils utilisent une analogie assez simple. Pensez à un objet artisanal, comme un couteau. Son prix peut être totalement différent entre le pays où il est fabriqué et celui où il est vendu, simplement parce que les marchés sont différents. Les partisans du paille appliquent exactement cette même logique. Pour eux, le paille peut exister dans deux systèmes économiques parallèles, avec deux valeurs qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et ça nous amène au cœur du réacteur, si l'on peut dire. La croyance fondamentale qui sépare ces deux mondes, c'est l'idée du pi pur. D'abord, il y a ce qu'ils appellent le paille pur. Ce sont les pis que les gens ont minés eux-mêmes et dont l'identité a été confirmée par le processus KYC du réseau. Et attention, ce sont les seuls pis qui sont considérés comme valables pour leur économie à haute valeur. Et puis, à l'opposé, il y a le pi de bourse. Certains développeurs de la communauté vont même plus loin et l'appellent le pi contaminé. C'est en gros n'importe quel pi qu'on a acheté sur une plateforme d'échange classique. Et là, il faut bien comprendre à quel point la position de certains développeurs influents, comme ce fameux Kosashi, est radicale. Ils l'affirment noir sur blanc, tout pi qui vient d'une bourse sera rejeté pour toujours de leur écosystème. C'est presque une déclaration de guerre économique. Bon, avoir des convictions, c'est une chose, mais bâtir une économie qui fonctionne, c'en est une autre. Alors, comment est-ce qu'ils comptent s'y prendre concrètement pour imposer cette séparation ? Alors, il faut savoir que deux grands modèles ont été imaginés, non pas par l'équipe officielle de Pi, mais bien par la communauté elle-même pour tenter de donner vie à cette économie GCV séparée. Le premier, c'est le Super Pi de Kosashi. On peut voir ça comme une sorte de forteresse numérique, un pare-feu géant pour l'économie GCV. Il utilise l'intelligence artificielle et le suivi de la blockchain pour, en théorie, traquer et bloquer automatiquement tout Pi qui viendrait d'une plateforme d'échange. Le deuxième modèle, lui, est encore plus ambitieux. Là, on ne parle plus seulement de se défendre, mais de construire de A à Z une structure économique complètement nouvelle. Et c'est là que ça devient, disons, assez original. Ce système économique s'inspire directement des 7 chakras de la philosophie du yoga pour assigner des rôles et des valeurs différentes au pi. Alors, comment ça marche en pratique ? En gros, ce modèle prend la valeur GCV, qui est complètement folle, et la découpe en plusieurs étages fonctionnels. Tout en haut, au niveau 0, le chakra couronne, on a le paille miné, la base de tout. Juste en dessous, le fameux troisième œil, c'est la réserve de valeur avec ce prix incroyable de 314 159 $. Et puis si on descend encore, au niveau du cœur, on trouve un paille cash à 3,14 $, bien plus pratique pour les achats de tous les jours. L'idée, c'est vraiment de créer tout un écosystème, du coffre-fort à la petite monnaie du quotidien. Bon, sur le papier, ces théories sont très ambitieuses, mais évidemment, elles se heurtent à la dure réalité du terrain et à des pressions énormes. Le plus gros défi, c'est sans doute la pression à la vente. Pour se faire une idée de l'ampleur du phénomène, en avril dernier, c'était en moyenne 22 millions de pi par jour qui étaient déversés dans les portefeuilles des utilisateurs, prêts à être vendus. On voit d'ailleurs très bien cette explosion des migrations de pi entre mars et avril. Logiquement, quand une telle quantité de pi est débloquée d'un coup, une bonne partie finit sur les plateformes d'échange. Et le résultat, il est mécanique. Ça crée une pression à la vente énorme et ça tire le prix du marché vers le bas. D'ailleurs, cette pression se voit directement sur le cours du pi. Depuis son lancement, pendant que les grandes cryptos comme le Bitcoin grimpaient, le pi, lui, a fait le chemin inverse. Et forcément, vu de l'extérieur, ça n'aide pas à construire la confiance du marché. Et, point crucial à retenir, l'équipe officielle de paille, la Core Team, reste totalement en retrait. Eux, leur discours, c'est « nous, on construit l'autoroute ». C'est à la communauté de fabriquer les voitures et de décider où elles vont. Autrement dit, la balle est entièrement dans le camp des utilisateurs. Au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Pi Network, ce n'est pas juste une énième crypto-monnaie. Non, c'est bien plus que ça. C'est une gigantesque expérience socio-économique qui se déroule en direct, sous nos yeux.
La question de fond, c'est de savoir si une communauté numérique, juste par la force de ses convictions et avec une technologie ingénieuse, peut vraiment réussir à bâtir et à protéger sa propre bulle économique, juste à côté du grand marché mondial où les règles du jeu sont complètement différentes. Pour l'instant, personne n'a la réponse. Mais une chose est sûre, le résultat de cette expérience, quel qu'il soit, pourrait avoir des conséquences fascinantes sur notre vision de la valeur et du pouvoir des communautés en ligne.